Bonjour tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de Balado Ludique. Aujourd'hui, au programme, les jeux coop. Salut JF, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oh yeah, magnifique. Aujourd'hui, ce qu'on va voir particulièrement, Jean-François va nous parler un peu de l'histoire des jeux coop, quelques jeux marquants et tout ça. Par la suite, on va aller avec quelques mentions honorables, des jeux coop qui n'ont pas fait notre top 5 pour finalement arriver au top 5. Mais tout d'abord, JF, t'as joué à des jeux intéressants dans les derniers temps? Oui, exactement. J'ai joué à un jeu qui s'en vient, qui n'est pas encore tout à fait sorti. Oh, les nouveautés, ça c'est toujours cool. Ouais, exact. C'est un peu. T'as le gars de la compagnie qui était là, de la compagnie c'est Ankama, avec le jeu Monster Slaughter, qui est passé à Montréal. J'ai eu la chance de pouvoir le tester. Alors, c'est un jeu en gros où on est les monstres. Et il y a des humains dans une cabane, un genre de shack, un chalet, et notre but, ça va être de tuer ces humains-là. OK. On va faire des points, en fait, c'est vraiment un jeu de points, on va essayer d'optimiser nos points, on va faire des points en faisant des blessures aux humains. Dans le début de partie aussi, il y a 5 humains dans la maison et on va essayer de prédire l'ordre dans lequel ils vont mourir. Donc, évidemment, dans la partie, tu essaies d'influencer que l'ordre que tu as prédit va arriver. Donc, aller essayer de trouver les humains parce qu'au début, ils sont cachés. Il faut aller essayer de les trouver pour essayer de les tuer dans le bon ordre. Tu vas faire des points donc en les tuant dans le bon ordre, en faisant le coup fatal aux humains ou en leur faisant des blessures. Donc, plusieurs façons de faire ça. Et à chaque tour, il y a des événements qui peuvent arriver, qui peuvent influencer le cours de la journée du tour de jeu. Donc, et c'est, excuse-moi, désolé, je voulais pas. Ouais, je voulais non, juste vas-y, savoir vas-y. un peu, c'est quel genre de jeu, en fait, c'est-tu un gros jeu gamer ou c'est un tout petit jeu léger? Ben, je te dirais, il nous a dit que il considérait que c'est un jeu familial plus plus. Et qu'en gros, c'est un gamer. Okay? Gamer moins moins. Peut-être. Mais tu sais, nous, on va souvent dire du familial ou peut-être du familial plus ou du gamer. Donc, c'est pas tout à fait dans le gros gamer. Ça reste un jeu normal de peut-être 90 minutes. OK. Qui a quand même du stock, mais bon, c'est pas Arkham Horror ou Civilization, là, dans le sens. Parce que c'est quand même assez abordable. Là. Donc, c'est un petit peu au-dessus du familial. OK, excuse-moi, tantôt, tu allais nous dire un peu qu'est-ce que tu en avais pensé après avoir joué. Ouais, ben, c'était une expérience intéressante. Je pense que c'est pas, ça reste que c'est pas mon genre de jeu et c'est un jeu un peu, c'est un mélange de Ameritrash, de jeux européens, de points de victoire, mais aussi les combats, ça reste des dés et un peu de chance. Euh, Donc, quand même, une belle expérience. Le plateau est vraiment magnifique. Ils ont fait vraiment un beau travail d'édition à ce niveau-là. J'avais eu quand même quelques commentaires avec quelques discussions qu'on a eues après la partie pour voir s'il n'y a pas des trucs des petits conseils que je pouvais leur donner. Mais je pense que le jeu est assez rappé, est assez solide aussi. Donc, pour ceux qui peuvent aimer ce genre de thématique-là, c'est un peu une thématique horreur un peu à l'inverse. Je pense que c'est un jeu qui va faire un succès. Là, Donc, Monster Slaughter. exact. Et ça, Exactement. on peut s'attendre à que ça sorte quand, ce jeu-là? Ça va être, je pense, ça va être début de. Ben, eux, ils l'annoncent surtout pour l'Halloween. C'est un peu OK. leur timing, là. Donc, ils souhaitent le sortir pour l'Halloween. Je pense qu'ils vont faire une campagne Kickstarter qui s'en vient. Et qui vont OK. essayer Mais c'est très concrétiser. bientôt, ça. Exact. Ah ouais, ça s'en vient. Là. OK, c'est là, là. OK, cool. Ouais, ils étaient à Gen Con, ils ont été à Gen Con, ils ont présenté le jeu, donc OK. c'est vraiment, ils sont sur le point, là, le jeu est tout frais sorti. Là. Ah, très cool. Ça, Et c'est bon, toi, ça me donne le goût. et toi de ton côté, belle semaine? Ouais, en fait, aujourd'hui même, j'ai joué à un nouveau jeu, en fait, un jeu de rôle, Un jeu de un rôle? role-playing game. Ouais. Channel Fear, ça s'appelle. Et c'est un jeu assez récent, un jeu français. J'ai pas tous les détails là-dessus. C'était assez difficile de trouver de l'information. Mais on avait un GM, en fait, Sylvain. Sylvain, qui est un bon ami à nous, qui est un bon GM aussi. En fait, il nous a introduit à ça. Les joueurs incarnent, tu sais, les émissions de télé où il y a des gens qui vont dans des maisons paranormales, des chasseurs de fantômes, ce genre de choses-là.
Oui, oui, oui. Tu vois le genre d'émission? Ouais, ça, Ah, Channel c'est Fear. parfait. Donc, c'est le nom de l'émission, Channel Fear. Et les joueurs OK. incarnent une de ces teams-là, mais tout le monde, tu sais, il y a le caméraman, il y a le gars qui fait le son, tu sais, tout le monde, toute l'équipe, donc, est incarnée par les joueurs. Et là, tu fais une émission de télé, ben, Channel Fear. Wow. Il se Euh, passe des trucs rigolos, j'imagine? en fait, je suis pas convaincu à quel point c'est un jeu d'humour à la base. Ah, OK. Je sais pas à quel point, en fait, je suis comme un peu mitigé par rapport à ça. Nous, on l'a vraiment pris sur un ton humoristique. Mais en fait, l'expérience était tellement intense que finalement, à la fin, on était détruits, en fait, là. 4 heures, on a joué pendant 4 heures à peu près. Je veux pas parler de l'histoire parce que c'est des scénarios uniques, là. Une fois que tu l'as fait, c'est comme t'as pas vraiment de raison de vouloir le refaire. OK. Mais tu peux Et rejouer dans le même univers avec un ouais, scénario oh, différent. ouais, dans le même univers, ça, tu peux parfaitement jouer avec les mêmes personnages. Ton personnage peut évoluer comme tu peux en créer un nouveau. C'est très accessible comme jeu de rôle, très moderne en fait, très simple d'approche. Euh, et c'est ça, en fait, expérience très intense. Ça, on se sentait un peu à la fin comme dans un escape room qui aurait duré 4 heures. Ah ouais. OK. Il y avait un feeling de, il fallait découvrir qu'est-ce qui se passait, c'était quoi l'intrigue. Nous, on était des gars, en fait, on était l'équipe B, là, tu sais, on n'était pas les champions, là. Moi, j'étais un stagiaire médium. Donc, OK. le genre de gars. De première expérience là, de terrain, vraiment, là. Ouais, c'est ça, mais avec un background en vaudou, là, puis c'était un truc quand même assez cool. Euh, mais c'est ça, au début, c'était pas du tout sérieux, mais à un moment donné, ça devient tellement. Tu veux tellement trouver la solution, t'es tellement rendu mal que là, tu sais, ton personnage, il est encore là, mais ta vraie personnalité a pris le dessus sur ton personnage humoristique. Fait que c'est une campagne, vous avez fait 4 heures, Ouais, nous, on a fait un l'histoire est scénario, en terminée, fait. bouclée. Ouais, un scénario, donc c'est une émission de télé, un épisode de Channel Fear. Donc, c'était l'épisode, je sais pas trop comment il s'appelle, là, mais c'était un épisode, c'est ça. Fait que vraiment Ça a l'air intéressant. intéressant. Ouais, surtout la thématique elle est vraiment particulière parce qu'il y a aussi tout le côté, tu sais, les caméras sont présentes, tu as de l'équipement, t'as genre des trucs qui te permettent de mesurer les variations de la température ou des machines à ultrasons, tu sais, t'as tout ça dans ton camion, tu sais. Ah, mais les jeux de rôle comme ça, c'est rendu assez varié, hein. On n'est plus juste dans le Donjon et Dragon et dans le médiéval fantastique, hein. Je pense Ah, que ça c'est va très un petit peu large. partout maintenant, là. Effectivement, je pense que je suis pas un spécialiste des jeux de rôle, mais j'en ai vu quand même pas mal et je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Peu importe c'est quoi que vous aimez, vous allez trouver quelque chose qui va vous intéresser, là. Parce Et que, en fait, ah oui, excuse-moi, vas-y. ben, j'allais continuer parce que je pense que tu voulais aussi parler d'un escape room. Fait que Ben oui, c'était c'est un ça. En peu fait, en ça, lien. ça, ça connecte très bien, exactement. Je me dis, et c'était juste une dernière pensée que j'avais sur les roleplays comme ça, mais ça, c'est vraiment une expérience en soi, là. Tu te pointes là, tu crées ton personnage. Est-ce que tu as réussi ou non? Comment ça s'est passé? Donc, c'est vraiment une expérience très cool. Mais oui, c'est ça. Les escape rooms, en fait, je suis allé en faire une récemment, Impasse sur du parc. J'espère que je me trompe pas, en tout cas. Euh, la room, c'était Panique interstellaire. OK. On était des gens dans un vaisseau spatial. On essayait, dans le fond, de trouver les coordonnées d'une planète que notre capitaine nous avait laissée pour voir si on était assez digne de le rejoindre sur la planète qu'il avait trouvée. OK. C'est quand même une thématique intéressante pour un escape room. Ouais, Pas juste sortir c'est. d'une salle. Ben ouais, c'est ça, exactement. En fait, il fallait pas vraiment que tu sortes. Il n'y avait pas de. Il y avait pas vraiment. Tu sais, il fallait pas que tu sortes, il fallait que tu trouves les coordonnées. Très bonne salle, très bonne place, Impasse. Je n'étais jamais allé encore. Les énigmes étaient bien faites. C'est sûr, il y a toujours quelques petites critiques à faire. Selon moi, la chambre, parce que c'était un scénario en 2 pièces, dans le fond, tu arrives dans la première pièce, tu dois aller dans la deuxième, et là, dans la deuxième, tu as d'autres choses à faire. Et la première pièce était un peu low budget, je dirais, là. OK. Euh,
sais, t'es dans un vaisseau spatial, tout Pas ça, très mais immersif. ben, il y a une lampe de salon, tu sais. Il y a une lampe. Ok. Fait que, tu sais, c'est comme la pièce est éclairée par une lampe de salon. T'es comme, OK. Tout est en bois. C'est un vaisseau spatial vraiment unique. Mais sinon, hein, pas vraiment de critiques négatives, là. Le bon niveau de défi, on l'a pas réussi. Malheureusement, on l'a pas réussi. Mais bon, un Vous jour, on étiez va pas, réussir. j'imagine. Ben ouais, comme toujours, 95% de réussi, mais toujours, il manque tout le temps un petit peu de temps. Ouais. C'est souvent ça, même les expériences aussi de Escape Room. Si près, mais si loin à la fois. Et toi, il y a peut-être d'autres jeux auxquels tu as joué récemment qui sont quand même cool de mentionner? Ben, le dernier que je voulais vous parler, c'était Civilization. C'est pas la première fois que j'y joue, c'est pas un nouveau jeu, ça fait longtemps qu'on y joue. Je parle bien du jeu de société qui est basé sur le jeu vidéo. Évidemment, c'est une meilleure civilisation. Et aussi basé sur le 4, là, si on veut. Quand il est sorti à l'époque, c'était basé beaucoup sur le 4. Mais j'ai joué depuis longtemps, j'ai rejoué, j'ai introduit une nouvelle personne au jeu et c'était vraiment, encore une fois, aussi bon. Je pense que c'est le genre de jeu que je vais rejouer encore dans 10 ans avec aucun problème. Ça me permet de parler aussi du nouveau qui s'en vient. Donc, c'est la civilisation de New Dawn, qui serait basée donc, principalement sur la civilisation 5, le jeu vidéo. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. Je sais qu'il y a eu des releases à Gen Con de tout ça, mais il n'y a pas eu j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Je sais qu'ils ont rajouté des cités-États. Je sais que maintenant les tuiles sont hexagonales. Donc, quelques petits upgrades aussi. Ça me semble être des parties beaucoup plus rapides. On parle de plus 1 heure et demie à 2 heures au lieu d'un 3 à 4 heures pour la civilisation. C'est une meilleure civilisation en ce moment. Donc, c'est un peu ça pour la civilisation. Mais là, tu nous parles de. C'est pas une expansion, là, c'est vraiment un nouveau jeu Non. qui va sortir, là. C'est basé sur, comme tu disais, Civilization 5, là. Ouais, ben The New Dawn, c'est le nom de Civilisation 5 à l'ordinateur. Oh, ok, ok. Fait que c'est vraiment basé dessus, là. Ah oui, oui, la pochette, c'est une image du jeu, donc c'est vraiment. Effectivement, Mais, là, en jeu vidéo, ils viennent de sortir le 6. En board game, ils ne sont pas rendus là encore, là. Ils viennent de sortir le 5. Là, en fait, ils devraient sortir d'ici la fin de l'année là, pour Noël, je pense. oh, cool, ok. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir ça. J'étais plus ou moins fan de Civilization, mais c'est toujours des jeux qui sont très bien faits, là. Ouais, exact. Lui, il a l'air bon. En fait, même les jeux vidéo, là, d'un jeu vidéo à l'autre, d'une version à l'autre, tu vois qu'il y a vraiment une différence, même si ça reste un peu la même chose. Mécaniquement, c'est vraiment différent. Alors, ça me semble être la même chose aux jeux vidéo, aux jeux de société. Euh, Comme je dis, là, c'est passé d'une partie de 1 heure et demie. Ça me semble beaucoup plus condensé, beaucoup plus rapide. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai pas vraiment d'autres choses que je peux vous parler, malheureusement. Je vais clairement pouvoir y jouer dès qu'il sort. C'est à Je vais suivre. venir. Ouais, exactement. Cool, ok. Fait que ben, je pense que ça fait pas mal le tour de l'actualité, en fait, les nouveaux jeux qu'on a joués récemment ou les vieux jeux qu'on a redécouverts. Oui, exactement. Alors, on peut parler maintenant un petit segment là, sur les jeux coop et depuis quand ça existe. Et un peu l'histoire. Dans le fond, la première chose que je voulais parler par rapport aux jeux coop, c'est les types de coop. Dans le fond, il y a en réalité peut-être trois, peut-être quatre types de coop. On parle des jeux coop peu, fait que vraiment on est tous ensemble contre le jeu. On parle des coop avec traite et un joueur contre tous les autres joueurs à l'entour de la table. Justement, il y aurait aussi les semi-coop. Fait qu'en gros, les jeux, c'est pas mal les gros segments de jeux qui existent. Les coopers, ben, c'est assez simple, tout le monde joue contre le jeu. Généralement, tout le monde va gagner ensemble ou perdre ensemble. En fait, ça, c'est tout le temps comme ça. Mais plutôt, ça va arriver des fois que quelqu'un peut mourir et qu'ils n'ont pas nécessairement perdu, mais dans un joueur mort ou ne peut plus faire Ça, c'est d'action. triste parce que tu es dans la mémoire du groupe, tu gagnes quand même, là. C'est les deux types, là, ça peut arriver un ou l'autre. Souvent, c'est faut que tout le monde survive à l'aventure pour pouvoir gagner. C'est assez classique, là, ça ne change pas d'un coop à l'autre, ça c'est classique. Mais on a un autre type qui est un coop
un coop avec trade. Donc, un coop qui a potentiellement parmi nous quelqu'un qui, son but, ben, c'est qu'on ne gagne pas. Donc, il n'est pas avec nous, mais on ne le sait pas. Donc, c'est des identités secrètes en début de partie qu'on dévoile. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs dans l'équipe, dépendamment du jeu. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus. C'est une des parties intéressantes du coop avec trade, c'est que ça peut arriver qu'il n'y en a pas, mais le jeu souvent nous amène à être un peu louche vis-à-vis des autres, donc on finit quand même à s'accuser, même s'il n'y avait pas de trade à l'entour de la table. Donc c'est un peu un des attraits de ça, et quand il y en a un, ben, généralement tu le sens, puis ça a un effet autour de la table, ça rehausse les tensions si on veut, il y a un petit peu plus, oui, il faut quand même gagner contre le jeu, mais il y a quelque chose à gagner à l'entour de la table entre les joueurs. C'est pas la parfaite cohésion, puis il faut vraiment réussir à les trouver. Généralement, si on ne les trouve pas, les trades vont gagner. Donc, c'est quand même un jeu où ça va être assez important de finir par les trouver. Finalement, les 1 contre tous, ben ça, c'est des jeux qui s'est défini. Pas des trades, c'est qu'on le sait en début de partie, tu as un joueur qui joue les monstres ou l'ennemi, et tu as les autres joueurs qui y jouent en coop et qui vont affronter l'autre joueur. Donc, du 1 contre 3, du 1 contre 4, ça peut se voir. C'est souvent des jeux donc, de confrontation, des jeux aussi de miniature, je dirais, mais ça reste un genre de coop malgré tout, parce qu'il y a cette partie-là, l'équipe qui joue ensemble vont jouer coop, sauf cette personne-là. C'est un petit peu comme les traites vont jouer malgré tout, et ils ne seront pas tout à fait dans l'équipe, même si les autres le savent. Ils sont pas dans leur équipe. Finalement, il y a les jeux en équipe aussi. Je ne sais pas si tu avais un petit truc à rajouter par rapport à ça. Ben, si on explorait un peu les genres de coop, on n'est pas loin du un contre tous ou quelque chose comme ça. Donc, les jeux où les joueurs vont jouer en équipe, une contre l'autre. Donc, c'est un jeu compétitif, mais avec l'aspect d'équipe qui rend ça d'une certaine façon coop. Oui, exactement. Je te dirais que c'est un mode à la base, j'avais pas trop pensé parce que c'est pas, je connais pas beaucoup de jeux qui le font. Il n'y en a pas beaucoup, Il y en effectivement. a vraiment pas beaucoup. C'est assez rare. Aussi, le problème de ça, c'est que souvent, ça amène un nombre De joueurs définis. Ben, c'est ça, exact. Vu que c'est en équipe, ben là, OK, ça va te prendre 4 ou 6 personnes. Donc, peut-être c'est une des raisons pour qu'on en voit moins. Mais oui, c'est définitivement un mode où il y a un mode courant. L'autre type qu'on voulait parler, c'était le semi-coop. Fait que souvent, le semi-coop, c'est un jeu où on va devoir C'est le s'entraider. pire terme, ça, semi-coop. Ça n'existe presque pas en réalité, là. Ouais, et en fait, le vrai point, c'est que c'est pas vraiment un coop. Parce qu'on dit un semi-coop, parce que Il y a rien. le problème, c'est que dans les semi-coop, la plupart du temps, c'est une seule personne qui va gagner. Il n'y a pas, peut-être dans certains jeux, qu'il va y avoir quelques personnes qui vont gagner ensemble, mais souvent, c'est, oui, on va s'entraider durant la partie, mais à la fin, il va quand même avoir juste un gagnant. Donc, pour moi, c'est plus un jeu de confrontation où il y a une partie de coop plutôt qu'un semi-coop ou un coop avec la confrontation. Fait que c'est pour ça, je le considère plus ou moins, il fallait quand même que j'en parle. Reste que c'est un. Il y a quand même beaucoup de jeux qui marchent bien, là, qui ont cette mécanique-là. On peut pas. Je sais pas si tu peux dire le contraire, là, mais je Non, sais non, que. mais en fait, c'est juste que je pensais à semi-coop parce que hier, en fait, on a joué à Deep Sea Adventure. T'as déjà joué à Deep Sea Adventure? Hein? Ouais, que je considère pas nécessairement comme un semi-coop. En fait, pour moi, c'est la définition parfaite d'un semi-coop. C'est que quelqu'un peut faire perdre tout le monde, sauf qu'il y a une personne qui va gagner à la fin. Ouais, Et on s'entraide pas vraiment dans le jeu. non, mais dans ce jeu-là, on s'entend, si tu te rends à la fin du parcours à cause que tout le monde y va, là, tout le monde va se faire plein de points. Là. Ce jeu-là, c'est juste à cause qu'il y a une personne en cours de route qui dit ah non, moi je ne vais pas plus loin, j'ai trop peur d'aller plus loin. Et là, ça commence à être le début de la fin. Ouais. Les jeux semi-coop sont assez spéciaux, hein, quand même. Mais je pense que tu sais, pour ce qui est des jeux un contre tous, jeux en équipe, semi-coop, je crois que c'est tellement comme un gros domaine. On aura la chance sûrement de faire des épisodes vraiment plus détaillés sur ces sujets-là. Ouais, ça reste que on s'est peut-être plus concentré sur les purs coop ou coop avec Avec trade Tête. Ouais. Exact. euh, dans l'émission. Puis donc ça m'amène un peu à parler des jeux un peu forts dans les jeux coop. Je dirais que les
ce genre-là est surtout apparu au début des années 2000. Avant ça, il n'en existait pas vraiment. J'en avais noté un, en fait, Sherlock Holmes Détective Conseil, qui était sorti dans les années 80, qui est un jeu d'enquête, là, presque un jeu, un livre dont vous êtes le héros, là, où tu vas lire une enquête, tu vas te promener dans la ville, tu vas aller voir, tu vas dire, OK, je vais aller voir telle personne, je vais aller à B22 dans le livre et voir qu'est-ce qui se passe là. C'était ce qui existait, c'est un jeu qui existe encore, qui est encore édité de nos jours d'ailleurs. On va sûrement en reparler tantôt. Euh, mais c'était un de ceux qui existait, mais c'était vraiment pas un genre reconnu. C'est limite que c'est coop, là, tu sais, C'est c'est ça. comme, c'est limite. Ben, c'est limite un jeu de société classique, ça aussi, là, Ouais. genre-là. Et là, à partir des années 2000, là, le jeu de société moderne a vraiment pris de l'ampleur et on a vu l'apparition de plusieurs nouvelles mécaniques, dont le peut-être qu'un des premiers serait le jeu Lord of the Ring, le jeu coop fait en 2000 par l'auteur Rana Kinedia. Un jeu, c'est probablement le premier vrai jeu coop de plateau qu'on pourrait dire, où on va avoir donc des quests à remplir dans le but de gagner ensemble la partie. Et par contre, ça l'a pas nécessairement marqué tant que ça l'univers du jeu parce que ça a pris quand même plusieurs années avant d'autres jeux plus marquants ou que ça crée une folie un petit peu alentour de cette mécanique-là. On parce qu'à la suite, peut-être 2005, on aurait un jeu qui s'appelle Arkham Horror, qui est un gros jeu de société. C'est un 3 à 4 heures très, très massif. Jeu avec un univers de Toulouse. Tiré qui est encore aussi très reconnu Il y a aujourd'hui. encore énormément de gens qui jouent à Arkham Horror, en fait. Absolument. Absolument. Et peut-être juste une mini parenthèse, parce que je suis pas sûr qu'on va avoir la chance d'en reparler, mais il y a le jeu de cartes de Arkham Horror qui vient juste qui est sorti il y a quelques mois, et qui est un jeu coop aussi. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de jeu-là, ça a l'air très intéressant comme jeu. Ouais, exactement. Donc, puis après ça, ils ont sorti Eldritch Horror, qui est une genre de version un peu condensée d'Arkham Horror, un petit peu plus court. Effectivement. Donc, puis Arkham Horror a des dizaines d'extensions, je sais pas plus. Ouais, il y a Pour beaucoup de vrai. gens qui jouent encore, là. C'est un jeu qui Ah est ouais, encore actif, malgré le fait qu'il a presque 20 ans maintenant, là. exact. Et après ça, je dirais que c'est beaucoup arrivé plus 2008. Pour moi, le jeu qui a le plus marqué l'univers du coop, c'est Pandémie. Ouais. Ouh! Après 2008, là, on a vu un peu l'éclosion des coops et là, on a vu que les gens se sont rendus compte qu'un coop, c'était possible, c'était le fun à faire, que ça amenait un nouveau genre. Alors, on a un peu une éclosion après ça. On a de la même année Ghost Stories qui est sorti. On a Castle Panic en 2009 qui est sorti. Après ça, là, ensuite Mage Knight, Robinson Crusoe, Mice and Mystic, Flashpoint, Nabi. Je ne vais pas toutes les nommer, il y en a énormément. Ouais, ça a Donc, vraiment créé une vague, là. Ça a déferlé, en fait. exact. Puis c'est vraiment plus à ce niveau-là. Il y en a un que je n'ai pas mentionné qui est Les Chevaliers de la Table Ronde, qui est lui, sorti en 2005. C'est un jeu français à la base. Et c'est pas marqué, lui non plus, autant que, mettons, Pandémie. Mais il faut dire que que Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est un jeu aussi coop avec Trite. Alors, assez rare, probable. Là, je m'avance un peu, mais probablement le premier coop avec Trite, là, niveau vraiment board game de plus d'une heure, jeu de plateau, euh, qui a peut-être pas lancé la mode du coop, mais qui était là, puis qui est encore aussi joué de nos jours, qui amène quelque chose vraiment d'intéressant là, au jeu coopératif. Ouais, et ça me rappelle quand on était allé voir Bruno Catala, dans le fond, quand il était venu à Montréal faire une conférence. Oui, Il exact. parlait de quand il avait créé ce jeu-là, il disait à ce moment-là, il n'y avait vraiment rien de tel qui se faisait, là. C'était assez unique comme truc. Exact. C'est une collaboration avec c'est Ludovic Montblanc, si je ne me trompe pas. Oh, bonne question. C'est Donc, c'est ça, assez particulier aussi. On peut noter quelques jeux
important qui reste encore, quand même en 2017, fait que le début des années 2000 reste quand même loin parce que Hanabi, c'est 2013 et reste encore un jeu très excellent, encore bon, encore montrable. Vraiment, je peux initier beaucoup de gens au nouveau type de jeu de cartes, jeu de société avec Hanabi. Il y a Zombicide 2012 qui a fait beaucoup de vagues, qui est encore une grosse, tu sais, qui est devenue une genre de franchise, un peu comme dans les jeux vidéo. Ils sont rendus à je sais pas combien de Zombicide, combien d'extensions, combien de versions différentes. Il y a le Zombicide Black Plague, je pense qu'il y en a un nouveau qui sort aussi. Ouais, il y en a beaucoup. C'est une grosse franchise. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait parler. Après ça, on Ouais, va peut-être peut-être juste, parler de. excuse-moi, juste peut-être confirmer pour ce qui est de les Chevaliers de la Table Ronde. Oui, Ludovic, hein, c'est ça. C'est Ouais, bien. c'est Parfait. Serge Laget ou Serge Laguet, Ah, OK. français. Oui, Donc, il a fait plus particulièrement Mare Nostrum, Mystery of the Abbey, Cargo Noir, Senji. ouais, parfait. Donc, c'est ça. Merci du update. Pas de Alors, problème. peut-être qu'on peut parler de ceux Qui nous ont marqué personnellement. Ouais, exact, puis qui ont peut-être pas pu faire notre top 5, mais qu'on aurait peut-être voulu quand même glisser un petit mot dessus. Tu veux Ouais, leur commencer? donner un peu d'amour. Ouais, ben en fait, je vois qu'il y en a deux qu'on a en commun qui sont quand même assez emblématiques de leur style. Et j'aimerais bien commencer avec Escape of the Cursed Temple. Euh, Oui, un jeu de temps réel en plus. ouais, ben personnellement, en fait, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'est un des premiers jeux coop auxquels j'ai joué beaucoup. J'avais joué un peu aux autres, mais j'étais jamais un fan tant des jeux coop. Et ce jeu-là, ça m'a vraiment excité. Particulièrement sûrement parce que c'est en temps réel. Oui. Donc, ultra simple, mais ultra 10 minutes. frénétique. Et 10 minutes. C'est ça, C'est pas exact. long 10 aussi. minutes, très rapide, très expéditif, très dynamique en fait. Je ne sais pas d'autre façon de l'expliquer. Tu es obligé de travailler en équipe, mais vu que c'est en temps réel, déjà, ça fait chacun doit faire ce qu'il doit faire, puis il n'y a pas quelqu'un qui va être en train de diriger tout le monde, puis de tout gérer. En fait, ça va trop vite. Tu n'as pas le choix d'être actif de ton côté. Ouais. Je pense qu'on a joué beaucoup à ce jeu-là. En fait, quand on l'a découvert, je me rappelle, on a joué une nuit complète, je pense. On était ensemble d'ailleurs. Ouais, au moins 1 heure et demie, là. C'est une partie de 10 minutes, là. Ah oui, c'est ça, mais on avait fait beaucoup avec les extensions et tout ça. Donc, un jeu très unique encore à ce jour. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de jeux real-time qui l'ont fait aussi bien que Escape, même s'il y a des très bons jeux real-time, je trouve pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi bien fait que Escape jusqu'à maintenant. Ouais, il est très simple aussi. Ça reste un jeu où tu roules les dés frénétiquement, t'avances. Une fois que tu as compris le concept, c'est vraiment bien. Puis il y a quand même, ben, plus tu y joues, plus tu peux t'améliorer malgré tout, prendre des trucs. Puis justement, il y a déjà des dans la boîte de base qui viennent, donc habilité, puis tu peux pousser un peu plus le jeu. Là, donc. Moi, ça, c'est intéressant qu'ils te mettent des expansions par défaut. C'est juste la bonne chose, dans le fond, là. Ouais, exactement. Et l'autre jeu en commun, je l'ai mentionné déjà un petit peu, Anabi. Anabi, Anabi 2010, donc même avant Escape, qui était en 2012. Euh, Antoine Boza, donc Ouais. je te laisse introduire ça. Oui, dans le fond, c'est un jeu de cartes. La grosse twist, c'est que c'est un jeu de cartes où tu as des cartes en main, mais tu peux jamais regarder tes propres cartes. Donc, tu vas voir les cartes des autres joueurs, tu vas voir ce qu'ils ont dans leur main, évidemment. Tu peux pas leur dire ce qu'ils ont de mettre des cartes sur la table. On va devoir les mettre dans l'ordre. Il y a 5 couleurs et pour chaque couleur, on a les numéros de 1 à 5. On va devoir les placer dans l'ordre, donc du numéro 1 à 5 pour chacune des couleurs. Le but ultime, ça va être de se rendre à 5 avec chacune des couleurs. C'est un jeu de feu d'artifice. Alors, à la fin de la partie, on va calculer notre score parmi toutes les cartes qu'on a pu placer en jeu. Et notre score va nous donner un score de feu d'artifice spectaculaire réussi ou pas du tout réussi. Donc, c'est un jeu coop qui n'est pas difficile à gagner, mais très difficile à maîtriser ou du moins à gagner parfaitement.
Oui, Ça, c'est ça. c'est Avoir le aussi un maximum de des aspects. points, c'est très, très difficile, mais réussir, c'est Exact. correct. Ouais. Finir la partie, généralement, tu gagnes. Tu gagnes toutes les games, normalement. Mais le vrai but, c'est d'atteindre 25 points, qui serait, si on veut, ce qui se fait pas si facilement que ça, en fait. Faut que tu aies une Donc, bonne équipe. ouais, il faut avoir une bonne équipe. C'est encore un jeu. Plus tu joues avec les mêmes personnes, plus c'est facile parce qu'il y a comme des sous-entendus. On peut vraiment se dire les choses comme elles sont. Et dans le jeu, ben, oui, on peut se communiquer, mais c'est vraiment au niveau des mécaniques de jeu. Donc, on peut juste pointer certaines couleurs, certains numéros à ton tour. Donc, des façons de communiquer qui sont très limitées. Euh, donc, plus tu. Une personne, tu sais que quand elle dit cette façon-là, ben, tu sais que tu joues la carte. Donc, mais malgré tout, ça reste un jeu vraiment intéressant. Lui aussi, il vient avec des cartes supplémentaires que tu peux rajouter pour rajouter du niveau de difficulté, mais c'est vraiment le côté, le pointage, c'est vraiment le fun de pouvoir gagner, mais de pouvoir voir aussi tenter à s'améliorer dans notre score de partie. Oui, effectivement. Donc, Anabi, aussi un des premiers, sûrement pas le premier, mais un des premiers jeux coop où c'était impossible vraiment pour un joueur de jouer la partie seul. Ouais, Donc, il n'y avait pas nécessairement les problèmes de la personne qui dit OK, bouge toutes les pièces. Je sais que je reviens tout le temps à ça, mais bon, dans les coops, ça a été quelque chose qui m'a vraiment retenu longtemps, là. ouais, on n'en avait pas vraiment parlé, mais la problématique du pure co-op, c'est ça, là. C'est souvent, tu as peut-être un joueur qui est plus expérimenté, qui connaît un peu plus les stratégies, qui va un peu dicter aux autres joueurs ce qu'ils ont à faire, ou du moins la stratégie idéale pour que tout le monde gagne, mais ça fait en sorte que des fois, tu sens que tu n'as pas nécessairement le contrôle sur ton propre joueur ou sur la partie. Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'en même temps, les gens veulent gagner. Donc, ceux qui sont plus expérimentés connaissent plus le jeu et pourraient, là, je dis pas que c'est le cas de tous les joueurs, mais pourraient empêcher un peu les joueurs plus débutants d'apprécier l'expérience. Exact. Est-ce que là, on s'est un peu, on s'est un peu emporté, on a perdu un petit peu de temps. Est-ce que tu veux nous parler d'un dernier jeu? Je sais que tu en avais plusieurs que tu voulais parler, mais. Ah ouais, seulement un Non. dernier, on est déjà Ouais, rendu là. ouais, exactement. Euh, Bon, ben, il va falloir faire sûrement deux parties sur les jeux coop. On en fera un autre. On fera pas de top dedans, mais on va juste parler de jeux coop. Ben, en fait, est-ce que tu en as un? Parce que là, je regarde ça, c'est tellement une grosse liste. Ben, tu sais, je voulais quand même mentionner que pour moi, 2017 va être l'année des escape rooms en jeu de société. Ça fait lien un Oui, peu avec ce que tu disais, que tu parlais tantôt. oui, je Dans le comprends bien. fond, euh, je sais que, mettons, en fait, en 2016, il n'y en existait pas, et début 2007, il y a le premier qui est sorti, puis après ça, il y en a encore qui sortent là, cette année. Là. Donc, c'est vraiment pas fini. C'est Unlock, le premier, disons, qui est sorti par Space Cowboy en début d'année. Tu veux en parler un peu, Simon? Oui, Unlock, en fait, c'est un jeu d'escape the room dans une boîte. Il y a seulement des cartes à l'intérieur. Je veux pas trop m'aventurer sur le système, peut-être laisser les gens un peu le découvrir par eux-mêmes. Je pense que c'est intéressant. Mais pour les gens qui sont fans d'Escape the Room, je pense que cette tendance-là est vraiment intéressante. Euh, je dois avouer que je n'ai pas été convaincu par Unlock comme étant un vrai chef-d'œuvre, mais je reconnais vraiment l'intérêt du genre. Peut-être, Jeff, dans ce cas-là, tu peux nous parler un peu de Exit, qui est Oui, c'est ça. un autre gros qui vient de sortir, là. Oui, Exit, c'est un jeu allemand de la compagnie Cosmos qui est sorti. Et comme Unlock, quand il est sorti, il a sorti une boîte avec 3 scénarios dedans. Évidemment, c'est Escape the Room. Donc, c'est des scénarios, tu les fais une fois, tu ne peux plus vraiment les rejouer. Unlock, c'est des cartes, tu joues. En fait, tu vas piger des cartes, tu vas aller piger des cartes selon ce que tu réussis à faire dans la partie. Alors que dans Exit, c'est vraiment un jeu que tu vas détruire durant la partie. C'est-à-dire que le jeu va t'amener à devoir dessiner sur des cartes, à devoir déchirer le livre de règles pour le plier, pour couper des parties, pour essayer de résoudre des puzzles. Donc, les Escape the Room, ça reste que c'est des puzzles, des jeux de puzzles qui sont dans une boîte. Unlock, la grosse différence, c'est qu'ils le font avec une application. C'est-à-dire qu'il y a des cartes,
mais il y a une application, un support d'application qui va te permettre de valider des codes, puis de donner des indices ou donner des pénalités si tu as fait des mauvaises manipulations. Exit. Exit, c'est un jeu, il n'y a pas d'application, c'est vraiment tout est là, les indices, c'est des cartes. Il y a un système de roulettes, de 3 roulettes à l'intérieur que tu vas rentrer ton. Si le code est bon, selon l'énigme où tu es rendu, ben, ça va te donner un numéro de carte qui va te permettre de continuer l'aventure. Moi, j'avais beaucoup aimé Unlock, j'ai joué à Exit, j'ai beaucoup aimé Exit, je pense qu'il est un petit peu mieux fait au niveau mécanique. Il y a des, je trouve que dans Unlock, il y avait certains bugs dans certains scénarios, pas nécessairement très faciles, et aussi Unlock, des fois, on se trouvait dans des situations où on a retourné une carte, mais on ne devrait pas la retourner parce que là, on a fait une manipulation qui était bizarre, qui nous a donné un numéro bizarre, et là, on a sur une carte qu'on aurait dû avoir comme dans Plus tard. 15-20 minutes. Exactement. Ce que Exit ne fait pas, c'est-à-dire qu'il y a un système, si tu n'es pas supposé de retourner une carte, tu ne vas pas la retourner. Là. C'est comme, le système est vraiment bien fait de sorte que si tu es pour retourner une carte, tu vas te poser la question, puis tu sais que tu n'as pas fait d'erreur si tu as à retourner une carte. Donc, tout ça, aussi l'aspect manipulation, le fait qu'on doit manipuler la boîte, les aimants, les cartes. Ouais, c'est pas juste un jeu de Ben, cartes. C'est en plus ça fait, comme l'expérience est plus grande. ça fait penser plus à un vrai escape the room. C'est-à-dire que ben, tu as manipuler des choses, prendre des objets, peut-être les mixer ensemble, peut-être faire comme les faire réagir ensemble pour qu'ils te donnent quelque chose d'autre. Donc, c'est un aspect, bon, vraiment intéressant. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'après ça, le jeu, il finit, là, tu le jettes, là, ou tu le gardes en trophée, mais tu peux même pas le passer à un ami là, pour qu'il le fasse. Là. C'est fini, là, le jeu. En disant qu'au moins, tu peux le passer à quelqu'un. Tu peux faire profiter d'autres personnes, mais non, c'est fait. C'est-à-dire que le jeu n'est pas très cher, tu le fais à 3 ou 4 personnes, c'est un jeu à 20 15-20 $. Ah, c'est seulement 20$ pour un scénario à peu près, c'est ça? Pour un scénario, c'est ça. Tu joues, c'est évidemment comme un escape the room, normalement, tu essaies de le faire en au moins 1 heure, en moins d'1 heure, mais bon, il y a quand même un système de pointage que moins tu as pris d'indices, dépendamment de combien de temps tu as fait, tu vas quand même potentiellement avoir 9 étoiles sur 10, même si tu ne l'as pas fait en Ah, 1 heure. 1 heure exactement. Donc, un système de pointage pour évaluer à quel point tu l'as bien réussi aussi, qui est à ça, mais ouais, exactement. Ah ben c'est en fait C'est la réalité du j'ai jeu. bien hâte d'essayer ça, Exit. Faudrait que j'aille m'acheter une boîte là, prochainement. Ah, c'est pas cher, ça vaut la peine. Je conseille toujours les escape the room en boîte, en tout cas, Unlock, Exit, pour moi, le nombre idéal, c'est 3 ou 4. Ouais. À plus, il y a trop de monde pour ce qu'il y a à faire. Des fois, pas assez de cerveau. Des fois, un cerveau de plus, ça amène une idée que tu n'aurais pas pensé et qui te permet de continuer l'aventure parce que ça reste pas facile. C'est pas c'est comme un escape the room. Tu arrives puis tu es proche de l'avoir réussi ou pas du tout. T'sais. Ouais, c'est ça, exact. Ah ben très cool. Et comme tu disais, en fait, il va y en avoir sûrement beaucoup d'autres qui vont sortir Oui, prochainement de ce oui, genre-là. j'ai déjà vu au moins 2 autres compagnies. Là. Je pense qu'il y en a un qui est déjà sorti. J'ai pas les informations, malheureusement. Et il y en a un autre qui il a été lancé à Gen Con aussi. Ça me semble être juste un petit paquet de cartes assez simple. Donc, il y en a d'autres qui s'en viennent dans l'année. Donc, on va peut-être faire un review de l'année à la fin pour voir. Des Escape en boîte. Exact. Mais ça aurait été vraiment l'année de ça. Là. Nouvelle mécanique qui explose et là, toutes les compagnies se mettent en faire simultanément. Ouais, et j'ai aussi vu plusieurs Kickstarter qui travaillaient aussi leur propre Là-dessus. système. Là. Ah, c'est pas surprenant. La mode a Non. été lancée, c'était déjà une mode vraiment populaire comme entreprise ou comme Ouais, c'est ça. activité. Là. Donc, que ça marche en jeu de société, ce n'est pas surprenant. Magnifique. Est-ce que là, on a vraiment parlé de peu de jeux coop, mais Ouais. bon. Mais on est quand même rendu au top 5, on s'est pas On va en parler fourni. de 10 de plus, à peu près, Ouais. peut-être un peu moins. OK, alors le top 5 de nos jeux coop. Numéro 5. Oui, mon numéro 5 est le jeu Magic Maze, fait par la compagnie Sit Down, qui est sorti en 2016. Non, 2017, pardon, ça vient de sortir. Il était même en nomination cette année pour le Ça aurait pu Phil. gagner. Ah, il était. Pour moi, je votais pour lui. Dans mon cœur, c'était Magic Maze.
Il a gagné par King Domino a remporté la palme finalement, qui était quand même un très bon jeu et je respecte tout à fait ça. Mais pour moi, Magic Maze, un petit buzz, un jeu. Encore une fois, on parlait du jeu de temps réel avec Escape tantôt. C'est un jeu en temps réel coopératif dans lequel on va devoir déplacer des aventuriers dans un centre d'achat parce que ces aventuriers-là ont perdu leur arme à la dernière aventure qu'ils ont faite. Et là, ils se sont dit, on va aller voler des armes pour pouvoir recommencer nos aventures. Et c'est ça qu'on fait, nous, on va les guider à travers le centre d'achat dans le but qu'ils aillent récupérer ces armes-là, aller les voler et s'enfuir du centre d'achat avant que les gardes ne les attrapent. Alors, une thématique un peu spéciale. Pour un jeu un peu spécial, parce que c'est un jeu coopératif en temps réel dans lequel on ne pourra pas se parler et dans lequel chacun de nous, on peut faire une action spécifique. Donc, un de nous va pouvoir déplacer n'importe quel aventurier, mais juste vers le haut. Un autre vers la droite, un autre vers la gauche, un autre vers le bas. Donc, moi, si je veux faire avancer un aventurier vers son arme, vers le haut, et je peux juste me déplacer vers la droite, je vais devoir dire aux joueurs les aventuriers vers le haut de le déplacer, mais je ne peux pas lui dire. Je vais devoir ramener Parce que tu n'as pas un le droit de pion. parler. Ouais, c'est vraiment, on peut pas, je peux rien lui dire, on peut pas se parler entre nous. Je vais devoir amener un pion rouge, un gros pion rouge devant lui pour lui signifier qu'il y a quelque chose à faire. Il faut qu'il fasse avancer ses aventuriers si on veut avancer. Donc, on ne peut pas y pointer non plus. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur le plateau. Donc, des fois, on dit de faire quelque chose et ça prend quelques secondes avant de réagir et avant de voir exactement ce qu'il te demande. C'est un jeu assez stressant, mais. Ouais, excusez-moi, je faisais une démonstration de qu'est-ce que ça peut faire quand quelqu'un tape ce petit Ouais, pion de bois c'est sur une table pour lui dire déstabilisant. bouge ton bonhomme plus haut. Ah oui, oui, puis finalement, vu que t'es stressé, tu le fais pas doucement, là, tu sais, comme, vas-y, fais-le, Oh. insiste. Donc, c'est vraiment comme ça que le jeu va se dérouler. On a un sablier, on essaie que le sablier soit pas vide. Il y a des façons de retourner le sablier où il est rendu pour se donner un peu plus de temps. Mais un jeu là, assez particulier, original, très, très stressant, mais avec pratiquement, comme je dis, aucun bruit alentour de la table, à part les claquements du pion qui se faire aller durant la partie. Gros coup de cœur pour moi, c'est un jeu avec beaucoup de rejouabilité parce qu'il y a plusieurs scénarios dans le jeu qui nous permet de rajouter énormément de difficultés. Là, on parle de 17 scénarios et je sais qu'il y a une extension qui s'en vient qui va rajouter de scénarios, de nouvelles tuiles, de nouvelles capacités. Donc, assez particulier pour moi. Numéro 5, Magic Maze. Ouais, Magic Maze, très cool. Ça aurait pu être mon sixième choix, mais faut juste mettre les gens en garde. C'est un jeu vraiment frustrant si tu joues avec du monde qui sont pas alertes. Oui, Parce que c'est comme tu pas peux. nécessairement fait pour tout le monde, là, tu sais. Non, faut que tu aies la bonne équipe, faut que vous ayez vos techniques. C'est quand même un jeu qui peut être vraiment agressant. Très bon jeu. C'est un peu le descendant de Escape, en fait, dont on parlait tantôt, là. D'une certaine façon, oui. Oui, mais il a réussi à pas être pareil aussi, à être vraiment Non, c'est ça, exact. Il se détache très vraiment. particulier. C'est plus gamer un peu. Je trouve aussi, c'est pour ça, c'est peut-être pas à jouer. Oui, tu peux jouer avec tout le monde pour t'amuser un peu, mais pour te rendre au scénario 17, ça va te prendre toute une équipe. Oui, en effet. En effet. OK, mon numéro 5, Space Alert. 2008, un jeu de. Et là, c'est Vladosh Vatil. Difficile, il va falloir que je prenne quelques cours de prononciation pour être sûr de bien l'exprimer. Qui est un autre jeu real-time, en fait, aussi coopératif. Les joueurs sont dans un vaisseau spatial et, bon, chacun a ses tâches, tout ça. On essaie de pas crever, hein, que le vaisseau explose pas parce que Space Alert, il y a des problèmes dans l'espace. Et la particularité de ce jeu-là, en fait, c'est sur une track audio. Donc, ça veut dire à un certain point, la track audio dit OK, plus de communication. Donc, pendant quelques minutes, on ne peut pas se parler ou ah, OK, il arrive telle chose dans telle salle, telle pièce est détruite. Donc, on la détruit, il va falloir aller la réparer par la suite. Comme c'est un jeu en temps réel, dans le fond, l'excitation est là, mais la communication entre les joueurs est très importante. Oui, c'est un jeu de programmation, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Ça, c'est l'autre particularité, c'est que dans le fond, il faut préparer ses actions
à l'avance, dans le fond. Donc, tout le monde, on discute de comment les actions vont se faire et après, on espère avoir bien calculé, tu sais, comme tous les jeux de programmation, hein, dans le fond, tu penses que ça Ouais. va bien marcher, mais à la moitié, il arrive quelque chose, un truc que tu n'avais pas prévu, ton bonhomme ne peut plus passer. Donc, vraiment très spécial comme jeu. Le fait qu'il y a une track audio, c'est un peu aussi la faiblesse du jeu, donc c'est pas toujours possible de jouer. Si c'est trop bruyant, ça va être plus difficile. C'est un peu plus redondant aussi. Par contre, ils viennent de sortir une application sur laquelle il y a sûrement une multitude de scénarios beaucoup plus grands qu'avec simplement les tracks audio standards. Ouais, Euh, mais c'est pas un jeu de 100% temps réel non plus, là. Il y a, il y a la phase temps réel avec l'audio, et ensuite, on la va phase de résoudre les actions du temps résolution, dans le réel fond, de de résolution. programmation, c'est ça. Exact. Fait que c'est stressant là, à 100% parce que c'est pas 100% temps réel, mais la phase de temps réel est stressante avec la musique d'ambiance, avec Les voix qui l'ambiance. parlent, il faut que tu prennes des décisions vite. Exact, avec tout ce qui se passe, qui peut arriver, des ennemis qui arrivent en même temps, essayer de planifier nos actions, qui va changer un peu le cours de nos actions. Donc, c'est vraiment, vraiment particulier comme ambiance. J'ai pas eu la chance de le jouer beaucoup, mais ouais, exactement, c'est vraiment un très bon jeu. Moi aussi, il est assez haut quand même dans ma liste, là, malgré tout, même s'il n'a pas fait mon top 5. Là. C'était Space Alert numéro 4. À mon numéro 4, c'est le jeu Thunderbird, ou en français, Les Sentinelles de l'air. Ouh. Et oui, pour les nostalgiques de l'émission de marionnettes où on avait des, la famille Tracy, en fait, qui était des sauveurs internationaux de crise environnementale. Alors, on se met un peu dans leur peau et on va se promener à l'entour du monde avec le Thunderbird 1, le 2, le 3, le 4, le 5, dans l'espace, comme sous l'eau, comme sur la Terre, avec n'importe quel des Thunderbirds pour résoudre des crises et tenter de vaincre The Hood, là, qui est le super vilain de cette série. C'est un jeu superbement réalisé. On a les petites figurines des vaisseaux qui est magnifique. C'est un jeu beaucoup basé sur Pandémie. On parle de Matt Leacock, qui est l'auteur de Thunderbird aussi. Donc, il a repris un système qui est assez similaire, mais malgré tout, le gameplay reste assez différent. Il y a quelques règles qui font en sorte que vraiment, on va réfléchir différemment dans Thunderbird aux stratégies. Les stratégies vont arriver vraiment de façon différente. Vraiment un superbe jeu. C'est sûr que c'est un jeu, ceux qui ont connu la série vont peut-être être plus intéressés à l'essayer. Mais même si on n'a jamais connu la série, le jeu reste vraiment excellent au niveau des coops. Une bonne alternative à Pandémie. Pandémie reste un excellent jeu, mais là, une fois que tu y as joué plusieurs fois, peut-être changer de thème là, comme ça, Thunderbird vient, je trouve qu'il vient un peu, pas améliorer, donner un petit peu de modernité, là, il vient changer un peu l'expérience. Vraiment, Mais je vraiment pense aussi intéressant que pour moi. tu mentionnais que la thématique est vraiment forte. Donc, j'imagine que c'est ça, les règles qui sont changées viennent aussi en plus appuyer la thématique qui est vraiment Exactement, excellente. exactement, c'est vraiment bien appuyé. En fait, si je ne me trompe pas, les cartes, ils ont des noms d'épisodes originaux de la série. C'est une série des années 50, là, avec des photos originales de la série. C'est un jeu, en fait, qui a été sorti lors du 50e anniversaire de la série, Ah, de Thunderbird. de C'est Thunderbird. intéressant. Donc c'est très, très lié thématiquement. Et aussi, ben, des grosses particularités, c'est qu'il y a beaucoup plus d'interaction dans le sens que les joueurs, des fois, il faut vraiment que je vienne chercher ton personnage pour l'amener à tel lieu, pour faire telle mission. Mais toi, pendant ce temps-là aussi, tu veux faire quelque chose, donc j'essaie de t'amener, mais aussi de faire en sorte que tu vas pouvoir faire ton truc de ton bar à ton tour. Donc, il y a une genre de coopération qui est vraiment physique et de lieu en réalité, parce que des fois, tu as besoin de certaines personnes, tu as besoin de certains véhicules, tu as besoin de certaines machineries. Euh,
Donc, il y a comme une coopération de OK, moi, je vais t'amener cette machinerie-là pour que tu fasses ton truc pendant ce temps-là. Puis après ça, je vais pouvoir aller à tel lieu, essayer de régler telle crise. Tu sais. Évidemment, plein de crises plusieurs crises qui ont lieu en même temps. Là, donc, la coopération est primordiale. C'est souvent un jeu où tu veux savoir ce que tous les autres vont faire à leur tour avant de savoir ce que toi, tu vas faire. Donc, Ouais, très bon. ça a l'air vraiment cool, en fait. Faut que je l'essaye. Faut que je trouve Ouais, quelqu'un qui l'a, c'est faire une c'est petite un partie de jeu qui Thunderbird. passait un petit peu inaperçu, j'ai l'impression, là, parmi tous les jeux qui sont sortis. Sortis il y a peut-être 2 ans. Euh, mais bon, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Ah, très cool. OK, alors, mon numéro 4, Ghost Stories. Euh, Ghost Stories, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est sorti la même année que Pandémie. Ouais, 2008. Donc, on s'entend qu'il était là. C'est pas un jeu qui découle de Pandémie, c'est un jeu pratiquement rival de Pandémie. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Hein. Le système est Ah, pas du c'est tout inspiré de Pandémie. complètement différent. Et c'est un jeu, en fait, tu sais, tantôt je disais, un des premiers jeux auxquels j'ai joué co-op, c'était Escape. C'est faux, en fait, parce que Ghost Story, j'ai joué dès qu'il est sorti. En fait, c'est un des jeux que je me suis procuré quand il est sorti. J'ai joué dès le début. Mais je voulais tellement gagner. C'est tellement un jeu difficile que j'aimais pas ça jouer avec d'autres mondes parce que je me disais, ah non, je vais perdre à cause que je joue avec d'autres mondes. Tu joues tout seul. C'est un Voulant jeu. éviter d'être le gars qui dit au monde quoi faire, j'ai juste dit, je vais jouer seul. Je vais jouer seul à Ghost Stories. Oui, c'est vrai, il y a un mode solo. En fait, oui, sauf que moi, je joue le mode normal seul. Donc, je joue les 4 personnes et je ne joue pas le mode solo. En fait, je joue le mode normal. OK. Jeu, c'est ça. Un jeu qui est réputé pour être extrêmement difficile. C'est des ninjas, non, des genres de disciples de Kung Fu qui vont défendre une ville contre une invasion des forces du mal, hein, dans le fond, qui sont les fantômes et toutes les créatures démoniaques. Ouais, ça fait peur, ce jeu-là. Ah ouais, ouais, c'est un jeu qui fait vraiment peur, surtout parce que c'est un jeu où réellement euh, tu vas en tuer des fantômes. Là. Il y en a un méga paquet de cartes, il y en a beaucoup chaque tour qui arrive, il y en a qui sont très puissants. Il faut que tout soit bien calculé pour gagner un jeu très très difficile à gagner avec encore une tonne de niveaux de difficulté supplémentaires. Très beau jeu, par exemple, très, très élégant dans sa forme. Un jeu, je trouve, qui a peut-être été dans l'ombre de Pandémie. Je pense pas qu'un jour va avoir l'amour nécessaire qu'il mérite, mais pour les fans de jeux coop difficiles, je pense que Ghost Story, c'est un bon choix. Ouais, peut-être que Ghost Stories était un petit peu moins familial que Pandémie. Un petit Une des peu plus raisons gamer, un petit peu gamer. plus, je vais prendre des ressources, je vais faire des... C'est vrai, un petit peu plus. Mais reste que Pandémie, hein, c'est plus ou moins gamer, mais... Oui, j'ai l'impression que c'est devenu moins gamer à la longue. Ouais, quand il est Peut-être, sorti, il était gamer, mais avec le temps, maintenant, il est comme, ah, il est familial. ouais, ben plus les gens s'habituent aux jeux de société, moins il devient difficile, on dirait. Donc, Oui, depuis 2008, ça a énormément évolué, nos connaissances générales au niveau du jeu de société. On peut le voir beaucoup là, que les gens en connaissent de plus en plus. Donc, on dirait que maintenant, non, je peux le montrer. Peut-être pas le plus familial, j'aurais d'autres options avant, mais mais reste c'est que. quand même simple. Mais tu vois, ça me fait un peu penser aussi à la même chose avec Ghost Stories. Je regarde ça maintenant, puis c'est un jeu assez standard, là. Donc, c'est vrai, qu'est-ce que tu mentionnes là, sur le niveau d'accessibilité qui change avec l'expérience des gens maintenant qui sont plus connaisseurs. Ouais, exact, exact. OK, donc le numéro 3 dans notre top 5. À mon numéro 3, je suis allé avec le jeu Dead of Winter. Le jeu Dead of Winter est un jeu coop avec possiblement un traître C'est dans pas lequel on sûr. va essayer. C'est pas sûr, exact, exact. Et c'est pas sûr qu'il y ait un traître, mais c'est sûr qu'il y ait un peu de discorde dans le groupe, parce que chacun de nous, on a aussi
Donc, on reçoit un rôle, on voit si on est le traître ou pas, et on va recevoir un objectif secret. Donc, c'est un co-op, on va gagner ensemble, mais ton but, c'est aussi d'essayer de réaliser ton objectif secret que personne d'autre connaît. Un genre de Euh, semi-coop, tout dépendant, t'es dans quel groupe, tu sais. Ben, c'est ça. Ça me fait penser beaucoup au semi-coop. Reste que, bon, si tu as réalisé ton objectif puis qu'on a gagné, ben, on a quand même gagné. Tu as peut-être gagné un peu plus, mais il n'y a pas cet aspect de te gagner tout seul, Ouais, ouais, malgré tout. exact. Donc, c'est Ça reste un l'objectif coop. commun là, est plus ou moins important en réalité là, dans le jeu. Même pas vers une victoire, une défaite. Mais reste que ces aspects-là, c'est un jeu de zombies où c'est pas concentré à péter la gueule à des zombies et puis à pâcher dans les zombies. C'est vraiment plus un truc de survie où il y en a, où il faut les tuer de temps en temps. Mais il y a quand même un risque. Le risque, il peut être grand à tuer un zombie. Donc, des fois, il vaut mieux juste barricader, espérer qu'il y en ait un peu moins, essayer de s'enfuir, aller trouver des provisions. Donc, on sent vraiment un peu le struggle de qu'est-ce que serait un monde avec des zombies. Euh, Beaucoup, je trouve, dans le jeu. Je trouve que c'est un des jeux qui est le mieux représentatif là, un peu d'une série comme The Walking Dead, qui est aussi basé beaucoup sur le struggle de la vie de vivre dans cette époque-là. Donc, vraiment intéressant avec une partie un peu historique où tu vas retourner des cartes qui va peut-être rajouter une petite mention historique qui se passe quelque chose, puis tu vas avoir une décision à prendre. Donc, il rajoute une thématique qui est donc très forte dans le jeu. Vraiment un superbe jeu. Je recommande. C'est quand même du massif. On parle d'un 3 heures de jeu au moins, mais vraiment intéressant. Mais reste que c'est pas très compliqué comme jeu, par exemple. C'est quand même lourd en termes de Oui, temps, mais c'est pas très compliqué. pas très compliqué, mais il reste que beaucoup d'actions. Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître. C'est pas un jeu d'introduction, mais en effet, c'est pas si compliqué. Juste beaucoup de trucs à se rappeler. Puis, Faut être attentif. ouais, ouais, exact. Alors, le tien. OK, mon numéro 3 en fait, se retrouve plus haut sur la liste de GF. Donc, on va aller tout de suite au numéro 2. Alors, le numéro 2, ben, c'était le numéro 3 de Simon, c'est Sherlock, Détective Conseil. On a glissé un mot Ouh. tantôt, donc un jeu de 1981. Incroyable ça. Quel Encore, chef-d'œuvre! ouais, qui est encore édité. Mais on disait aussi ce jeu était un peu à la limite du jeu de société dans la mesure où vraiment un jeu où il y a beaucoup de lecture. Il y a beaucoup, ça vient en scénario, il y a un scénario. Tu prends le livre de scénario, tu le lis pour un paragraphe, puis après ça, il y a des journaux que tu peux consulter, essayer de trouver des indices. Il y a un calepin d'adresse. Tu as rencontré quelqu'un, tu as entendu parler d'un nom, tu vas aller le rencontrer, tu cherches dans le calepin d'adresse. Tu trouves son adresse, tu vas fouiller dans le livre, puis tu regardes ce qui se passe quand tu vas lui parler. Donc, Ah vraiment, ouais. vraiment particulier, hein? Ben, en fait, ouais, c'est vraiment cool. Peut-être juste pour ajouter sur la mécanique principale, c'est qu'en réalité, dans ce jeu-là, la seule chose que tu fais, c'est que tu décides où tu vas. Ouais, c'est juste ça. Exact. À ton tour, tu vas à un lieu sur la carte, et là, c'est ça, là, tu prends le livre, tu lis. Et donc, très simple, mais c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu de lecture et d'enquête tellement bien écrit, par exemple. Vraiment pas facile aussi, hein. C'est pas, tu sais, si tu le fais pas en 1 heure, là, dans le sens que jamais en bas de 3 à 4 heures, tu vas réussir à trouver la bonne Exactement. réponse. Donc, assez, il faut être Ouais. concentré longtemps. On limite se prendre un après-midi tranquille chez Ouais, soi. c'est quand même assez extrême. Et en plus, à la fin, comment ça marche à la fin? C'est quand tout le monde décide d'arrêter, la partie se termine. Donc, c'est aussi Ouais. simple que ça. Par contre, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, on va recevoir un questionnaire sur l'intrigue qu'il y avait. Donc, qui a tué telle personne? Pourquoi telle personne a fait ça? Ou est-ce que telle personne mentait? Donc, c'est des questions. Tout le monde peut y répondre individuellement ou on peut y répondre en groupe. Ça n'a pas trop d'importance. Habituellement, nous, on jouait que tout le monde y répond individuellement. Ouais, ben, c'est un mode un petit peu moins coop, mais Ouais, mais tu sais, on calculait plus ou moins les points à la fin. Et là, tu as les questions. Bon, tu regardes les réponses après, tu corriges ta feuille de questions. Et à la fin, ils te disent, OK, Sherlock Holmes l'a fait en 4 coups. en Et là, 4 lieux, là, tu sais. Dans le fond, en nous, quatre- on,
Passer la game à aller visiter des lieux, t'es rendu à comme 25, puis là, il te... Ah ouais, Sherlock Holmes l'a fait en 4 lieux. Il l'a fait en 4 lieux. Et là, tu dois soustraire comme 10 points par lieu de plus que tu as fait que Sherlock Holmes. Donc, au final, tu as toujours un score de comme moins 40 ou je sais pas trop. C'est quand même, c'est vraiment difficile comme jeu, mais très, très bien fait. Ouais, Euh, ils l'ont réédité là, récemment. Ils l'ont réédité avec des nouveaux scénarios complètement différents. Ils rajoutent un petit peu plus Moriarty, je pense, à l'intérieur. Donc, ah non, non, excuse, c'est le scénario avec Jack the Ripper. Ah, ok, oui. Ouais, donc c'est nouvelle boîte, même concept avec des nouveaux scénarios, mais un petit peu plus axé sur Jack the Ripper. Là, dans celui d'origine, là, si on veut, ben, c'est plus dans certains des scénarios, il vient quand même avec 10 scénarios, qui est quand même beaucoup. Là. Mais dans beaucoup de scénarios, ben, là, il y a Moriarty qui est derrière, qui complote derrière, puis qui est là, dans le scénario, là, qui est l'ultime méchant de Sherlock Holmes. Ouais, exact. Et ce qui est cool dans les scénarios, c'est que tu mentionnais les coupures pas les coupures de journaux, les journaux. En fait, c'est vraiment des pages de journal. Ouais, En fait, et là, il y a des nouvelles. Il y en a plein qui n'ont pas rapport. Il y en a plein qui ont rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un scénario à l'autre, dans le scénario 1, tu as juste la coupure de journaux 1. Dans le 2, tu as la 1 et la 2. Dans le 3, tu as la 1, la 2, la 3, et ainsi de suite. Donc, à la fin, là, réellement, là, tu peux regarder dans n'importe quel. Tu as vraiment un vrai journal devant toi dans lequel tu feuillettes des nouvelles, tu regardes les dates, tu essaies de voir si ça match ou non. C'est quand même assez poussé, là. ouais, exactement. Ouais, ça commence à être intense qu'il y a beaucoup de journaux, par exemple. Beaucoup de choses à regarder. Ouais, puis beaucoup de trucs qui n'ont pas rapport aussi, mais on parlait en plus d'Escape the Room, puis tout ça tantôt, tu sais, ça revient encore ce jeu-là. Dans notre top, les deux, il est là. Et c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu de devinette, c'est Ouais, presque pas un jeu. d'énigmes. Un jeu d'énigmes, ouais. C'est un jeu d'énigmes, en fait. Ouais, très, très cool. Sherlock Holmes, détective conseil, consulting detective en anglais. Ouais. Tu peux nous parler de ton numéro 2? Mon numéro 2, Space Cadet, qui est un jeu fait par la famille Engelstein, jeu sorti en 2012. Donc encore là, peut-être qu'on est dans le jeu qui est dans l'ombre de Escape of the Cursed Temple, sorti la même année, mais beaucoup plus gamer, beaucoup moins accessible. C'est un jeu Oui. compliqué, c'est un Plus jeu long. qui est long à expliquer, c'est pas facile comme jeu, mais un des jeux, encore une fois, qui m'a marqué le plus par rapport au jeu en temps réel. On incarne tous des membres de l'équipage d'un vaisseau. Donc, on a le capitaine, on a l'artillerie, on a le gars qui s'occupe des shields, on a l'ingénieur, on a donc, tous les rôles qu'on retrouve dans un vaisseau spatial. Ouais, parce Et qu'on est habitué, là. On connaît ça, les vaisseaux spatiaux. ouais, c'est ça, exact, exact. C'est toujours, c'est un thème Le bien, quotidien. bien intéressant. Et tout le monde va avoir son mini-jeu à faire pendant l'émission. Tout ça, c'est un jeu où on se promène sur une grosse carte, on se bat contre des ennemis. Il se passe beaucoup de choses. Jeu très compliqué, mais ô combien excitant, en fait, quand tout le monde connaît son rôle et tout ça. C'est très bon jeu coop où, justement, chaque personne a un rôle unique, tout le monde a une importance et très, très bon défi de jeu coop. Ouais, c'est vrai ce que tu mentionnes. C'est assez original dans le genre. Malheureusement, peut-être un peu trop long à expliquer, un peu trop de stock. Un petit peu trop compliqué, trop de matériel, effectivement. Au bout du compte, quand tu connais ton poste, c'est pas très compliqué, sauf qu'il faut quand même t'expliquer toutes les postes à tout le monde. Puis Ouais. c'est ça. Et pendant le jeu, il y a des cartes qui fait en plus que les postes peuvent changer. Fait que Ah, il y a deux personnes qui changent de poste. OK, 15 minutes d'explication. ouais, c'est ça. C'est pas un jeu que j'ai pu jouer souvent, malheureusement, mais Non, c'est une des difficultés, justement, un peu plus difficile d'accès à cause de ça, mais si vous êtes fan d'expérience, c'est un bon jeu de convention, moi, je trouve. Un jeu qui est le fun à sortir quand tu as du temps, quand tu es 7 joueurs. En fait, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui se joue de 6 à 7, de 3 à 6 joueurs. Et le quand mode même. idéal, c'est 5-6. Là. Tu vas être le plus nombreux possible dans le jeu. Ouais. Donc, quand tu es 6 joueurs, là, ça peut être très intéressant. Et on arrive maintenant au numéro
1. Euh, ouais, numéro Ouais. 1. Ouais. Je suis plus ou moins, on n'a même pas nommé c'est quoi encore, mais je pense que la plupart des gens se doutent c'est quoi. Par contre, le GF, je trouve que tu Ah joues un peu non. sur les limites du top 5 là, en mettant Oui, ça oui. comme ça. Je pouvais pas en nommer un particulièrement. Euh, Non, mais bon, ok, ça reste vas-y. que, ça reste que, bon, on a parlé beaucoup de pandémie. Pandémie, c'est un excellent jeu. J'avais mis, pour moi, c'est pas juste le jeu, tout ce qui en ont, un peu ce qui en a découlé. Pandémie, donc, existe quand même depuis presque 10 ans et ils sont mis à faire plusieurs jeux de découlés. Et là, tu me dis ça, malgré tout, toi aussi, ton numéro un concerne Pandémie, tu peux le nommer. Ouais, Pandémie Legacy, qui est selon moi un jeu. Bien entendu, je comprends que toi, tu veux mettre la franchise là-dedans, mais je pense que le fait de le mettre la franchise, c'est limite, hein, parce que là, on voulait parler d'un jeu. Là, moi, je vais être obligé de te parler de Pandémie Contagion. Puis là, en tout cas, ça, c'est comme. Ça va pas nous amener dans un bon mood de discussion, là, je pense. Ouais, ok, mais je veux dire, à part si on parle pas de pandémie contagion, les autres pandémies sont tous vraiment pertinents, intéressants. La pandémie en soi a trois extensions, trois boîtes d'extensions à elle seule. Il y a le Dice Game de pandémie de Cure qui a aussi son extension. Il y a aussi deux standalone, pandémie Cthulhu et pandémie Iberia, qui sont des pandémies mais avec des thématiques différentes. Mécanique- Mécaniquement, sont différents, même s'il y a une base similaire à Pandémie. Donc, c'est Et vraiment une même, grosse excuse-moi, on franchise. pourrait pratiquement pousser Thunderbird à une certaine limite de ça, dans la sphère vraiment éloignée, là. Vraiment éloigné, mais dans le fond, ce qui a le point commun un peu de tout ça, c'est que Matt Leacock est derrière ça. Là, tu mentionnais Contagion derrière, je ne le mentionne pas parce que ça reste, c'est pas lui l'auteur. C'est vrai, c'est Bon, pas lui l'auteur, on c'est pourrait une dire les exception, pandémies de Matt Leacock. Ça fait du sens. si on veut. Et le Legacy, évidemment, le Legacy dans cette série-là, et même que je voulais parler des tournois, parce que Pandémie, la Oui. compagnie, tiennent des tournois qui s'appellent Pandémie Survival, c'est des tournois de Pandémie en équipe de deux, où tu compétitionnes avec d'autres équipes, mais qui ont exactement le même scénario. C'est quand même un concept vraiment original. C'est la première fois que je voyais vraiment un tournoi, une formule de tournoi de jeu coop. C'est Oui. pas le genre de jeu que tu fais des tournois d'habitude. Une formule exceptionnelle qui font rouler depuis longtemps, qui continue à faire rouler, à pousser. Et c'est Donc, très ils ont. bon, hein, ça marche très bien. Ils ont des super décors, ils ont des gros Exact. paravents en carton pour séparer. Il y a du matériel unique. Tu sais, c'est pas juste un petit truc de même qu'ils ont fait pour le plaisir, là. C'est pensé et Ah, leur marque est là, là. c'est une formule récurrente qu'ils font à toutes les années, qu'ils font un peu partout dans le monde parce qu'il y a des compétitions, parce que tu peux être gagnant d'une région puis aller à SN puis peut-être gagner le Grand Prix. Fait que c'est comme, c'est là, le fait que, tu sais, tantôt je parlais un peu de franchise. Pandémie est une franchise maintenant, un peu comme les jeux vidéo. Il y a plusieurs franchises dans le jeu vidéo. Je pense que ça s'en vient dans le jeu de société. Oui, il n'y en a pas beaucoup encore, mais Pandémie le fait très Exact. bien. Je le parlais en parlant de zombicide. Ça aussi, ça en est quand même une grosse. Euh, mais Pandémie, pour moi, c'est pour ça que je voulais parler de la franchise, parce que c'est pas Oui. juste le jeu, c'est tout ce qui en a suivi. Pandémie Legacy pousse les limites là, du jeu de société comme c'est pas possible. Il y a la saison 2 de Pandémie Legacy qui vient de sortir. Donc, je ne pouvais pas juste parler de Pandémie. Il fallait que je parle de un peu l'ensemble de l'œuvre, et comme c'est pas fini, là, ils en ont annoncé d'autres, puis ça continue. Fallait le mentionner. Fallait le Ah oui, mentionner. non, En non, plus mais que, c'est vraiment un bon point, en fait, là. Je suis totalement d'accord avec toi, là. Je voulais en juste plus, critiquer un peu le fait que tu n'avais pas mis un jeu dans le top 5, mais pour ce qui est de la franchise, je suis vraiment d'accord, c'est ultra emblématique, une des plus belles franchises de jeux de société qu'il y a, là. ouais, exact. Et Pandémie a lancé un peu la mode des jeux coop. Ben, En il, plus. tu sais, il ride là-dessus, puis tu vois, ça va rester encore pendant un petit bout, là, j'imagine. Mais au moins, il innove quand même, là. C'est pas juste tout le temps la même chose, là. Il y a quand même des belles innovations qui viennent entre les différents jeux. Fait que, bon, Ouais, ouais, fallait que exact. j'en parle. Tu peux Ouais, peut-être nous non, je parler un comprends petit très bien. peu, pour finir, nous parler un petit peu plus précisément du Pandémie Legacy, qui est assez exceptionnel. Ben, Pandémie Legacy, je pense que c'est un jeu que la plupart des gens ont déjà entendu parler. Juste pour mentionner, c'est le jeu coté numéro 1 sur Board Game Geek.
ce qui est quand même une référence assez importante. C'est arrivé très vite, en claquant des doigts, ça a pris la pole position. Pandémie Legacy, qui est un jeu qu'on pourrait appeler destructif, dans le sens qu'il y a un nombre de parties limitées que vous pouvez jouer, qui va entre 12 et 24, tout dépendant de votre talent. Et donc, un peu comme on parlait d'Exit tantôt, Pandémie Legacy est vraiment des premiers jeux à avoir fait ça, à part Risk Legacy, où vraiment le jeu se fait détruire au fil d'une partie. Donc, et les parties sont tous différentes. Donc, j'imagine, toi, dans ta partie GF, il y a eu des villes qui ont été détruites. Nous, Hong Kong a été terrassé, ravagé. Vous, dans votre partie, ça devait être d'autres villes. Donc, chaque partie va être unique et va se suivre. C'est vraiment le concept d'une campagne, dans le fond. Oui, et que le plateau évolue, que les personnages évoluent d'une partie à l'autre. Donc, on a un jeu de scénario dans une expérience limitée malgré tout, mais qui rajoute un côté d'histoire. Fait que ça prend Pandémie, puis ça rajoute une histoire à Pandémie et une campagne à long terme qui évolue aussi un peu par rapport à nos décisions. Ouais, et ça fait aussi que le jeu devient très, je pourrais dire, complexe. À la fin là, de toutes les parties, là, on est loin du. La première partie, juste pour vous mentionner, la première partie de Pandémie, sans trop de spoilers, c'est une partie de Pandémie normale. Donc, la première partie de Pandémie Legacy, c'est vraiment la partie standard. Mais quand on est rendu à la fin de tout ça, le jeu a évolué, là. Il y a beaucoup d'expansions, entre guillemets, qui ont été rajoutées dans le jeu. Ouais, c'est assez exceptionnel. Le jeu évolue pendant une partie en soi. Là, genre, en plein milieu de ta partie, ça te dit retourne, ouvre telle boîte, là, tu sors des pièces de cette boîte-là, tu rajoutes des règles, tu rajoutes des pièces sur le board, tu enlèves des pièces. C'est n'importe quoi. Là. Oui, oui. Et il faut C'est- dire que le jeu, il est magnifique. C'est comme tu as des grosses enveloppes, ne pas ouvrir avant tel moment. Tu as des boîtes que tu perces pour aller chercher des nouvelles pièces. Tu as des stickers que tu mets un peu partout sur les cartes de personnages, sur le plateau de jeu. Donc, tout est vraiment bien intégré à ce niveau-là, là. C'est très agréable à manipuler. ouais, exact. Et saison 2 annoncée déjà, donc Oh, on a hâte de voir la suite. ça va. J'ai hâte de voir comment ils peuvent pousser ça encore plus loin. Je sais pas s'ils vont faire un genre de reset, recommencer avec pandémie normale et étendre dans une autre direction. Ouais. J'ai bien hâte de voir. Je sais pas si toi, tu as vu un peu là-dessus J'ai ou pas. j'ai pas lu beaucoup là-dessus. J'ai hâte aussi de voir son classement. Tu sais, Oui, Pandémie, comme on dit, est devenu numéro un assez rapidement. Devenu numéro un sur le site Board Game Geek. Là, si vous ne connaissez pas le site, c'est là, exceptionnel, là. c'est le site de Board Game. C'est en anglais, évidemment, mais tout est là. L'information qu'on a besoin de savoir, surtout, se trouve sur ce site. Et devenir le jeu qui devient numéro un, il n'y en a pas à toutes les années, là, dans le sens qu'il reste là longtemps, généralement. Et Oui, que exactement. de prendre la pole position, souvent, ça se fait très graduellement. Ça va prendre des années, mais Là, pandémie, c'est c'est ça. arrivé en claquant des doigts. Ouais, peut-être moins de 6 mois après son release. Là. Par contre, c'est pas malheureusement, mais c'est en train de changer parce que dans le top 10 de BGG, en ce moment, il y en a 7 qui sont sortis après 2015. En fait, de 2015 à 2017. Ouais, Donc, ça nous fait mentir un peu. Il faut croire que maintenant, les gens sont plus frénétiques dans leur changement. peut-être. Peut-être. Donc, Pandémie Legacy, numéro 1 dans ma liste. Ça conclut pas mal notre émission d'aujourd'hui, je pense, Simon. Ben oui, en fait, ça fait pas mal de temps. On a encore une fois dépassé le temps qu'on s'était fixé. Ouais, pas pire, ouais. Par contre, puis on n'a même pas eu le temps de parler de la moitié des jeux qu'on avait prévu de parler. Mais je pense que c'est assez intéressant. Je ne sais pas si tu voudrais qu'on finisse avec une petite discussion sur les jeux coop dans le sens de qu'est-ce qui te dérange le plus dans les jeux coop? Ben, tu sais, je pense qu'on l'a mentionné, c'était tantôt durant l'épisode un peu, ben, c'est un peu le joueur, ce fameux joueur alpha qui prend les décisions pour tout le monde. Euh, je sais que tu as peut-être été plus réputé par ça que moi. Mais reste que c'est une problématique, des fois, des jeux coopératifs, ça fait perdre un petit peu l'expérience aux joueurs de ne pas pouvoir contrôler son joueur. Puis même si, au bout du compte, s'ils ne prennent pas nécessairement la bonne décision, faut que tu puisses respecter le choix des joueurs à prendre leurs décisions et à réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils vont faire.
Donc, oui, c'est une des problématiques qu'on peut sentir là, qui peut être des fois fatigante, surtout quand tu joues avec du monde qui ont déjà joué au jeu. Ben, tu sais que tu as un petit peu un désavantage par rapport à ça. Ouais, ben justement, j'aurais peut-être un mot à envoyer à tous les alpha players de ce monde, les joueurs alpha, donc ceux qui aiment bien diriger les choses dans les jeux coop. Jouez seul. Jouez seul. Vous allez beaucoup plus vous amuser si vous voulez vraiment gagner, puis vous voulez vraiment être sûr. Jouez seul. Hein, c'est possible. Et oui, comme toi, ils ont juste à jouer tous les personnages. C'est ça, exactement. Mais tu sais, en réalité, ça, vous faites ça avec les jeux que vous êtes vraiment compétitifs. Moi, Pandémie Legacy, j'aurais pas joué seul. J'ai joué une mission ou deux seul, là, pas plus. Ah, quand même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'étais impatient. Des Quand fois, les gens étaient pas là, je voulais jouer. Il fallait bien que ça avance. Euh, Sauf que c'est plus le fun en groupe. Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a beaucoup de choses à faire. C'est plus thématique aussi. Je constate que qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pandémie Legacy, c'est qu'ils ont amené le niveau thématique beaucoup plus loin. Ouais. En fait, j'ai recommencé à vanter Pandémie Legacy, mais bon. Une des choses que moi, j'ai un peu de difficulté avec les jeux coop, c'est le niveau de difficulté. Comment il est balancé. C'est quoi le nombre de parties qui devrait être acceptable de gagner dans un jeu coop et comment ça doit se résoudre. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui ont de la difficulté à trouver le bon ratio, en fait, de victoire versus défaite. Mais tu penses que ça devrait être plus comme Ghost Stories où c'est même pas une victoire sur 10 ou tu penses que ça Hmm, devrait être plus facile ou ça devrait être ben, entre les deux ou quoi le bon là, ratio de victoire pour un jeu coop pour toi? il n'y en a pas de bon ratio. C'est sûr que ça va dépendre du jeu, mais mettons qu'on prend encore une fois l'exemple de Pandémie Legacy, qui n'a pas une question de ratio, c'est plus que tu gagnes, que tu perdes, ça continue quand même. Ouais. Euh, non, c'est sûr que là, c'est un legacy. On peut pas demander à tous les jeux d'être legacy, mais si je devais mettre un pourcentage, moi, je dirais, si les joueurs sont expérimentés, ils devraient pouvoir gagner au moins 60% du temps. Ouais. Approximativement. Tu sais, j'ai pas d'études là-dessus vraiment pour le qualifier. Pour que ça Mais reste un bon défi, que tu puisses t'aies envie d'y rejouer là. c'est ça, exactement. Sauf que ça m'amène au jeu comme Magic Maze, qui est un autre jeu de scénario où, dans le fond, c'est pas une question de ça va te prendre, tu vas-tu le réussir ou échouer, c'est plus combien de temps ça va te prendre de le réussir. Et là, je trouve qu'on entre dans des types de jeux coop qui sont plus intéressants que juste de définir un ratio standard, mettons, là. Ouais, après ça, chaque jeu est un peu différent, là. Quand on passe à Magic Maze, le ratio de victoire doit être plus élevé en réalité que de défaite. Mais on dirait que tu as besoin de. Ça reste que le jeu est tellement un gros défi que quand tu réussis, tu as quand même eu l'impression d'avoir de la misère. Tu sais. Alors que les Oui, jeux coop, si tu n'as pas l'impression que tu as de la misère, tu ne vas pas y rejouer. non, Alors, c'est c'est pour ça. ça qu'ils perdent. C'est pour ça qu'ils te font perdre souvent. Là. Ils te mettent ça difficile parce qu'ils veulent que tu fasses comme OK, on rejoue, puis on va mieux faire ça. On va réussir cette fois-ci, on va C'est réussir cette ça. fois. Magic Maze, ben oui, tu pars une fois, puis là, la fois d'après, tu réussis, puis là, c'est un peu plus difficile, puis là, tu discutes un peu plus, puis plus tu es avancé, plus tu es capable de l'analyser. Si je perdais 4 games dessus de Magic Maze, probablement que je dirais c'est pas trop tough ce jeu-là, je puis jouer. Fait que, je pense que ça dépend aussi beaucoup du jeu, là, c'est relatif, mais reste qu'un jeu coop doit t'amener un défi, doit te demander de vouloir le rejouer, de le repousser, qu'il ne te fasse pas gagner à toutes les parties, même si tu es expérimenté, mais que ce soit pas dû au hasard aussi pour que tu perds. Exact. Exact. Faut pas que tu te fasses torcher par le jeu, là, sinon tu vas juste être frustré, là. Oui, des fois, il reste qu'il y a des jeux coop qui ont une part de hasard assez importante. Et une game à l'autre, tu gagnes ou tu perds un peu à cause des cartes dans quel ordre sont sorties ou du hasard inhérent au jeu. C'est peut-être pas non plus une forme de difficulté qui est appréciable ou que tu perds à cause de ça. Pas nécessairement le genre de mécanique que tu veux qui arrive pour que ça te donne le goût de rejouer tant qu'à ça. Rendre le jeu plus difficile, mais fais-moi gagner un peu moins, mais mets un peu moins de chance. Je sais pas, mais c'est tellement relatif au jeu aussi. Mais pour moi, il faut que ça soit. Tes 2-3 points à game, là, tu dois pas les gagner. Là, quoi. Si tu gagnes. euh,
Quand tu gagnes la première partie d'un coop, souvent c'est un peu décevant, à moins que ce soit une partie là, d'introduction et tout ça, mais quand tu gagnes la première partie, des fois tu vas être un peu triste. Ouais, c'est ça. C'est pour moi, 2-3 fois en partie d'un coop, comme t'es pas supposé de gagner, là. Tu connais pas bien le jeu, tu connais pas les bonnes stratégies. Non, t'es supposé te donner un défi là, au point que tu y rejoues 3-4 fois de suite pour t'assurer d'en avoir une, là, tu sais. Ah, absolument. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter à ça ou tu étais bien pour Ben, je conclure. pense qu'on pourrait en parler encore longtemps des jeux coopératifs, hein. En fait, ça va absolument prendre un deuxième épisode. On n'avait vraiment pas prévu ça, que ça allait être aussi, qu'on allait avoir autant de choses à dire sur les jeux coop. Ouais, il y en a comme plusieurs qu'on n'a pas mentionné, plusieurs qu'on a joué qui est bon aussi, qui est peut-être pas rentré dans le top 5, mais donc je pense qu'on peut conclure là, pour cet épisode. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour cet épisode 3. On espère que la qualité s'améliore et que notre formule est de plus en plus fluide. Comme je vous dis à chaque fois, ça c'est le moment où je vous dirais d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, mais bon, on ne sont pas vraiment actifs. Vous pouvez sûrement quand même nous trouver sur Facebook, quelque chose de même, j'imagine. Ça va être fait. Je l'ai dit là, Ok, ben en fait, merci beaucoup JF d'avoir été là. Et, merci à toi, Simon. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir et on se revoit la prochaine fois. Ok, bye. Ciao. Ok, ben, ciao tout le monde et continuez à jouer.